Des policiers du tristement célèbre commissariat du 19e arrondissement sont visés par une plainte pour viol et violence sur un gardé à vue. C'est l'affaire glaçante que nous révélons avec Street Press, une enquête que vous pouvez lire sur notre site internet. Aujourd'hui, nous accueillons la victime qui a accepté de nous raconter son calvaire. C'est un jeune Français d'origine maghrébine. Il a souhaité rester anonyme. Nous l'appellerons donc Tommy. Bonjour Tommy, merci d'être ici. Le 8 avril dernier, vous avez été entendu par l'inspection générale de la police nationale pour des faits de viol par personne dépositaire de l'autorité publique. Vous avez été entendu en qualité de victime. Les faits se sont déroulés le 5 avril. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là ? Bonjour. Dans un premier temps, je tiens à vous remercier de me recevoir. Alors, on était le 5 avril, j'étais en voiture. Ce jour-là, j'étais parti voir un ami. Quand des policiers se sont mis à me suivre, il y avait une voiture de police qui était derrière moi. Je ne voulais pas forcément être contrôlé par les policiers. Peu de temps après, les policiers me sont entrés dedans par derrière avec leur véhicule de fonction. C'était un... Parce que vous tentiez de les fuir. Je tentais de les fuir. À ce moment-là, les policiers me rentrent dedans. Je suis pris de panique, mais dans ma panique, j'ai quand même eu les bons réflexes, dans le sens où j'ai pas essayé de redémarrer, j'ai pas essayé d'accélérer, j'ai pas fait de gestes brusques. J'ai obtempéré directement avec les policiers parce que je suis arrêté, il n'y a plus rien à faire. C'est comme ça, je dois obtempérer. Ça veut dire que je lui tends ma main gauche, je suis interpellé à ce moment-là. Je suis projeté violemment au sol. Je commets aucune résistance. Et de là, les premières menaces, en fait, elles apparaissent. T'es mort, je vais te niquer ta mère, tu vas morfler. Et de là, en fait, ça a été le début du calvaire pour moi et j'ai pas compris ce qui se passait réellement. Je suis relevé par les policiers, je suis plaqué contre mon véhicule. Instinctivement, je regarde partout autour de moi pour voir s'il y a une caméra ou pas, parce que j'ai directement pris peur. Vous êtes interpellé, vous êtes calme, vous obtempérez, on vous menace tout de suite. Je suis menotté, je suis placé à l'arrière du véhicule. Et faut savoir que c'est un SUV. SUV, c'est un 4x4, c'est une voiture très spacieuse. À ce moment-là, j'ai un policier qui est sur ma gauche et il y avait un policier qui était monté dans le coffre. Et j'ai le policier qui est à ma gauche qui me répète en boucle: je vais te niquer ta mère, je vais te niquer ta mère, je vais te niquer ta mère. Je décide de ne pas rentrer dans son jeu. Et je dis au policier que je suis pas là, je suis pas quelqu'un de mauvais, je suis pas quelqu'un de méchant, vous m'avez attrapé, moi vous me mettez en cellule. Je veux pas être violent, je veux pas vous insulter, je veux pas que vous m'insultez, je veux juste un minimum de respect. À ce moment-là, ma carte d'identité, les policiers me fouillent, trouvent ma carte d'identité dans ma poche. En voyant mon nom, prénom, ils remarquent que je suis arabe directement, que je suis issu de banlieue. Ils vous disent quoi ? Et ils me disent: tu viens de la Seine-Saint-Denis, ici on est à Paris. Et moi, à ce moment-là, j'ai mis aucune remarque, j'ai mis aucune réflexion. Je leur dis juste: écoutez les gars, moi je suis tranquille, je vais pas vous embêter. Et le policier qui est sur ma gauche continue ses menaces: t'es mort, tu vas morfler. Et sauf que moi, je prête pas attention. Pour moi, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Mais jusqu'au moment où le policier qui était monté dans le coffre, il a passé son bras autour de ma nuque et m'a étranglé, mais violemment, et en me disant: t'es mort, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Et pendant ce temps-là, le policier qui est sur ma gauche, il m'assène plusieurs coups de poing au niveau de l'abdomen, des coups de poing qui étaient assez violents, à 5-6 coups de poing. J'ai été étranglé 4 ou 5 fois. Les coups de poing à 4 ou 5 reprises. Et c'était vraiment violent, j'ai des problèmes de respiration. Il y a une vingtaine de policiers qui arrivent, ils viennent vers moi et me disent: tu vas morfler, t'es mort, tu vas prendre cher aujourd'hui. Et à ce moment-là, je me regarde dans le rétroviseur et je me dis que c'est fini pour moi, qu'aujourd'hui c'est terminé, que je vais mourir, quoi. 10 minutes après, vu que celui-ci était accidenté, je suis mis dans un autre véhicule de police. Et à ce moment-là, Ensuite, t'es emmené au je suis commissariat. emmené au commissariat Et les violences continuent. du 19e arrondissement. Les violences, là, c'était des menaces verbales, des insultes, notamment vu de mes origines arabes. C'est quoi ? Sale arabe, t'es mort, on va te niquer. Et sauf que moi, je suis abasourdi par toutes ces insultes, par toute cette haine. Et franchement, je vous dis la vérité, nulle part ailleurs, en fait, j'ai entendu autant d'insultes. Ce jour-là, c'est le jour où j'ai entendu le plus d'insultes de toute ma vie. J'ai jamais entendu autant d'insultes que dans ce commissariat-là.
Et On te traitait de sale arabe on me traitait à de l'intérieur salade du à commissariat. l'intérieur du commissariat. Et ça amusait la galerie. Et ça amusait tout le monde. Et Et ça a choqué personne. ça a choqué personne. Pour eux, c'était normal. En fait, c'est vous qui êtes pas normal à ce moment-là. Vous vous sentez comment à l'intérieur de vous? Vous dites que moi, je suis pas un être humain normal, que j'ai rien à faire ici, que ces gens-là, ils sont trop bien pour moi. Alors que c'est ces personnes-là qui sont en train de m'humilier, de m'insulter. Il n'y a pas de flic qui intervient à ce moment-là. Aucun policier. Il n'y a aucun policier qui fait une remarque du style allez les gars, c'est bon, ceci, cela. Non. Arrive le moment de la fouille. Qu'est-ce qui se passe? Juste avant la fouille, je vois un OPJ qui me notifie ma garde à vue. Et je suis toujours avec les deux mêmes policiers qui m'ont interpellé et qui m'ont fait subir les violences. Euh, Moi, je dis à l'officier de police judiciaire que j'ai été victime de plusieurs violences. Juste en haut du lieu de l'interpellation, en fait, il y avait une caméra et moi, je le notifie à l'officier de police judiciaire. Sauf que là, je suis devant une personne qui s'en fout, qui me regarde complètement. Ok, mais là, t'es en garde à vue, salut. On n'en a strictement rien à faire. Ça veut dire qu'une fois que mes faits sont notifiés, une fois que j'ai dit à l'OPJ qu'il y avait une caméra, bah, je suis juste emmené en salle de fouille. Et en salle de fouille, je suis toujours avec les deux mêmes policiers. Au moment de la fouille, bah, les deux policiers me demandent de me déshabiller. Aucune remarque de ma part, je commets aucune résistance, et je coopère directement, j'enlève ma veste, j'enlève mon pull, j'enlève mon t-shirt. À ce moment-là, il y a un officier de police qui rentre, qui était pour moi le chef de poste, et qui dit aux deux policiers qui étaient présents, la fouille, c'est moi qui étais censé la faire. Les deux policiers lui disent, bah écoute, laisse tomber, tu mettras seulement, tu mettras nos noms à nous sur le PV de fouille. Le policier qui est entré en cours de fouille est ressorti. Et à ce moment-là, j'enlève mes chaussures, je donne mes chaussures au policier, j'enlève mon pantalon, j'enlève mes chaussettes. Même dans la manière d'enlever mes chaussettes, bah, ce que j'ai fait en fait, c'était de les retourner moi-même pour que les policiers se sentent entre guillemets un petit peu respectés. Dans le sens où, voilà, il va pas nous jeter ses affaires, il va pas nous donner ses affaires de manière brutale ou autre. Je prenais mon temps, je leur faisais montrer que j'avais rien du tout, j'avais rien à dissimuler. Et vient le moment du caleçon. Et à ce moment-là, je regarde les policiers et je leur dis caleçon. Les policiers me disent oui. Encore une fois, je commets aucune résistance. Je baisse mon caleçon. Les policiers me demandent à ce moment-là de me retourner, de me baisser, de m'accroupir et de tousser. À ce moment-là, je regarde les policiers, je leur dis que ça, ce n'est pas possible et que je ne le ferai pas. Ils ne sont pas autorisés à faire ça et je ne le ferai pas tout simplement. Le premier policier qui me pose la question, est-ce que tu es sûr? Je lui dis oui. Il me repose la question une deuxième fois. Je lui réponds oui. À ce moment-là, j'avais déjà remonté mon caleçon. J'ai les deux policiers qui se jettent sur moi. J'ai un premier policier qui m'attrape au niveau de la nuque. Et quand il m'a attrapé, il m'a fait une clé de bras, il m'a projeté au sol. J'ai été étranglé par ce policier-là. À ce moment-là, bah, je suis allongé au sol. Mon épaule a un contact avec le sol, mon épaule gauche a un contact avec le sol. J'ai le policier qui est devant moi qui me prend en clé de bras, qui ceinture ma nuque avec son bras, qui m'étrangle. Et j'ai le deuxième policier qui... En fait, le premier coup de poing, bah, je vous dis la vérité, bah, j'y pense souvent. Il vous a frappé? Il m'a frappé, mais très violemment. Ce coup-là, il a littéralement coupé ma respiration. Et, et il a quand même continué, en fait. Il m'a assigné un deuxième coup de poing. Après ça, ce policier a tiré mon caleçon de manière violente. Et je le dis même de manière violente et volontaire. Et à ce moment-là, ce policier, il a introduit son doigt dans mon rectum. Et bah, en fait, moi, à ce moment-là, c'est une sensation que j'ai jamais connue dans ma vie. J'ai pas eu cette sensation-là.
Et à ce moment-là, bah, je dirais pas que je me suis débattu, mais mon corps a opposé une résistance qui a fait que tout mon corps a bougé en même temps. Et à ce moment-là, bah, ça a permis que le policier retire sa main directement. Et de là, en fait, je me suis mis à crier. Je me suis mis à crier bah, le plus fort possible que je pouvais. En fait, ça n'a rien changé. Il y avait les policiers à 3 mètres. C'était juste dans notre pièce, ils étaient à 3 mètres. Et bah, ça n'a absolument rien changé. Pourtant, je criais le plus fort possible. Et je crois que c'est la seule fois de ma vie, en fait, j'ai crié aussi fort, malgré que j'avais le souffle coupé. Et j'ai les policiers qui me traînent par les jambes. Et à ce moment-là, quand ils me traînent par les jambes, il y a un des deux policiers qui prend son téléphone et qui me prend en photo avec. À ce moment-là, le policier, c'est-à-dire que je suis nu en salle de fouille et ce policier, il m'a pris en photo. C'est-à-dire que je me rends compte que j'ai été violé. Je me rends compte que le premier réflexe du policier après ça, c'est de me prendre en photo. Et moi, à ce moment-là, j'étais en état de choc total. Et les policiers m'ont traîné de la salle de fouille à ce qu'on peut dire l'accueil des gardes à vue, là où il y a les policiers. Et entre la transition de la salle de fouille et l'accueil des gardes à vue, les policiers me remontent mon caleçon. Et en fait, je me suis senti encore plus sali, dans le sens où ils ont terminé ce qu'ils ont à faire et ils remontent mon caleçon. Pour moi, c'était grave à ce moment-là. C'était grave et j'avais juste pas les mots. Là, tu t'es rendu compte très rapidement qu'il s'agissait d'un viol. Et Tu le dis. Les policiers, les autres policiers du commissariat apprennent ce qui s'est passé en salle de fouille. Qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'est-ce qui... à ce moment-là, les policiers, ils l'ont pas appris tout de suite. Juste après ça, ils m'ont traîné, ils m'ont ramené à l'accueil, ils m'ont menotté à un banc. Je suis menotté, j'ai le souffle coupé, je suis en caleçon et je suis au sol, moi, à ce moment-là. Et comme je vous l'ai dit auparavant, j'ai des problèmes de respiration, ce qui a fait que compliquer la chose. C'est-à-dire que j'avais la poitrine qui gonflait et j'étais au sol. Et j'étais en caleçon, je suis resté comme ça pendant 20 minutes. Et j'ai su la remarque des policiers qui disaient, ah, il y a un Claude Port de la Chapelle, ah, il y a un Crackers, ah, il y a un SDF, et vous l'avez ramassé où celui-là? Et plein de moqueries, et notamment, bah, moi, en fait, comme j'étais allongé, j'arrivais vraiment pas à bouger, j'étais en état de choc, j'avais le souffle coupé, j'avais du mal à respirer. C'est-à-dire que je regardais le plafond à ce moment-là, et à ce moment-là, j'avais déjà des larmes qui coulaient de mon visage. Et il y a un policier qui rentre et qui fait la remarque, ah bah ça mange tranquille pendant qu'il y en a un qui est au sol. Il n'a pas dit ça dans le sens bienveillant, il a dit dans le sens moquerie, ça l'amusait. Au bout de 20 minutes, il y a un policier qui a eu l'intelligence, parce qu'en fait, le commissariat du 19, vous avez des portes battantes qui donnent sur l'extérieur, sur la rue. Et à ce moment-là, il était déjà 19h, 19h30, il faisait déjà froid, en caleçon, j'avais déjà froid, j'étais sur du carrelage. Bah, le policier, il est allé ouvrir les portes pour que le froid passe encore plus, pour que j'ai encore plus froid. Et d'après lui, ça allait permettre que je me relève. Parce que d'après ce policier-là, je faisais de la comédie. Mais sauf que pas du tout. Et je suis resté 10 minutes comme ça. J'ai un policier qui, pour moi, était le chef de poste à ce moment-là. Il établit un premier contact. Et en fait, quand il vient vers moi, bah, moi, j'ai jamais supplié personne de toute ma vie, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit même pour des raisons familiales. Jamais évoqué le terme je t'en supplie. C'est jamais sorti, ça n'a jamais fait partie de mon vocabulaire. Et, sauf qu'à ce moment-là, bah, quand le policier arrive, je le regarde et j'ai les larmes aux yeux, je suis en train de pleurer. Et j'ai le souffle coupé et je lui dis, bah, je vous en supplie, donnez-moi juste ma ventoline. Et le policier me dit, j'ai pas de ventoline, je peux pas, je peux rien faire. Il y a un collègue du policier qui lui dit, bah, laisse-le, il va se relever quand il se relèvera. Sauf que moi, je suis sur le point de plus jamais me relever de toute ma vie. Et
Ce policier, à ce moment-là, par rapport à la remarque de son collègue, est parti se rasseoir. 5 minutes après, il établit un deuxième contact avec moi. Et à ce moment-là, il décide d'enlever, de me retirer la menotte. Il m'a aidé, euh, il m'a aidé vaguement à me relever. Parce qu'en fait, plus il m'aidait, bah, plus il essuyait les remarques de ses collègues. Et une fois que j'étais relevé, bah, j'arrivais déjà beaucoup mieux à respirer. Et à ce moment-là, je suis amené en cellule. C'est ce même policier qui m'a amené en cellule. Et je lui ai demandé je lui ai dit que j'avais besoin de lui parler. À ce moment-là, je voulais le mettre directement dans la confession parce que c'était le seul qui sortait du lot. À ce moment-là, bah, j'indique au policier que quand j'étais en salle de fouille, j'ai été violé par les deux policiers qui étaient avec moi. Et à ce moment-là, bah, en fait, le policier il referme la cellule. Il répond pas. Et il répond pas. Sauf que moi, en fait, moi, je suis choqué. Je suis toujours en état de choc. J'arrive en garde à vue, je suis en caleçon. La personne qui était à côté de moi m'a donné la couverture qu'il y avait. Moi, je me suis directement recroquevillé dans la couverture. Et 2 minutes après, j'ai les deux policiers qui étaient avec moi en salle de fouille et qui viennent. Et le premier policier qui m'étranglait me disait, je t'ai violé, dans le sens, est-ce que c'est moi ou c'est mon collègue? Et le deuxième policier qui me nargue, de toute façon, tu peux dire ce que tu veux, ça va rien changer. Et moi, à ce moment-là, bah, j'aurais pu extérioriser la colère que j'avais en moi. J'aurais pu insulter, j'aurais pu menacer, j'aurais pu faire un tas de trucs bêtes. Mais moi, à ce moment-là, j'ai juste décidé de garder mon calme. Alors que moi, à ce moment-là, je suis en état de choc. Euh, Donc l'autre policier allait leur dire quoi. bah, l'autre policier est directement allé leur dire. Et je trouve pas ça amusant. Et je trouve que, au vu des faits, il aurait dû prévenir quelqu'un de sa hiérarchie et non les deux policiers qui ont commis le viol en question sur moi. Les pompiers ont été appelés. Ils étaient sur le point d'arriver. Moi, je suis sorti de ma cellule. Je suis menotté sur le banc. Je suis en caleçon. J'attends l'arrivée des pompiers. Et à ce moment-là, j'ai une quinzaine, voire une vingtaine de policiers qui se moquent de moi. Mais qui se moquent de moi pas par rapport au fait que je suis en caleçon, par rapport au fait que j'ai été violé. C'est-à-dire que j'entends Théo de partout. Comment ça? J'entends Théo, 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 Théo. C'est-à-dire que chaque policier m'appelait Théo. En référence En à... référence à ce que Théo Louaka a subi, et ben moi, il m'appelait Théo. Et il me disait, mais tu peux dire que tu t'es fait violer, ce que tu veux. Théo, il a été violé. Les policiers, ils ont rien du tout. Et c'est un policier qui m'a dit ça. Moi, à ce moment-là, je suis choqué. Mais je réponds pas. Et j'ai pas eu que ça comme remarque. Le Théo, j'ai dû l'entendre une vingtaine, trentaine de fois. T'as ressenti quoi à ce moment-là? Moi, à ce moment-là, je me suis senti sali. Je suis sale au fond de moi. Déjà, dans un premier temps, je suis en caleçon. Je fais face à des policiers qui représentent quand même la loi. C'est quelque chose de fort. Et ces policiers-là, ils se moquent de vous, volontairement, librement. Moi, à ce moment-là, en fait, je suis au plus bas. Et j'entends encore des remarques. Il t'a mis combien de doigts? Le doigt, il était comment? Et ce qu'il faut dire, c'est que c'était mixte. Les blagues arrivaient de la part des femmes et des hommes. Moi, à ce moment-là, je me dis, mais en fait, il n'y a personne qui a de compassion pour moi dans tout ce commissariat-là. Moi, en fait, j'étais réellement choqué. Je me suis dit, c'est pas possible. Pour moi, c'était un cauchemar. Et je me suis dit que j'allais me réveiller un jour, mais non. Je ne me suis jamais réveillé. Et surtout que là, à l'heure actuelle, je dois vivre avec ça tous les jours. À partir du moment où, moi, les policiers, bah, ils me surnomment Théo. Théo, et surtout Théo, en fait, je le connais particulièrement parce qu'il est très bon au foot. Et je l'ai déjà vu jouer. Je me dis qu'il aurait pu être connu dans un autre contexte, notamment dans le milieu sportif. Mais il a été connu par rapport à des violences. Enfin, c'est même pas des violences, c'est un viol de la part des policiers. Et moi, à ce moment-là, je veux juste pas être connu pour ça. Je veux pas que mon nom soit assimilé à ça. C'est pour ça que tu témoignes C'est anonymement. pour ça qu'aujourd'hui, en fait, j'ai choisi l'anonymat. En fait, là, je témoigne dans la honte, alors que j'ai pas à avoir honte. C'est ces policiers-là qui doivent avoir honte. Mais c'est ce qu'ils ont réussi à faire, malheureusement.
c'est qu'avec tout l'acharnement qu'ils ont eu sur l'affaire Théo, les prochains plaignants, ils se méfient. Ils se méfient à mille et une reprises. On se pose mille et une questions. Ensuite, tu es amené à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe là-bas? À ce moment-là, je vois une femme médecin. Je lui explique les faits. Je lui dis, écoutez, j'ai subi plusieurs violences. Et notamment, j'ai été violé par deux policiers. Et sauf qu'à ce moment-là, elle me dit, écoutez, au niveau des violences physiques, je peux vous examiner, etc. Mais au niveau du viol, j'ai besoin d'un document de la part des policiers qui s'appelle une réquisition pour que vous soyez examiné. Et moi, déjà, parler de ça, avoir eu le courage à ce moment-là de faire la demande, ça m'a demandé beaucoup. Et qu'on me réponde ça, que les policiers à ce moment-là, désolé du terme, mais qui m'ont fait un peu à l'envers, je me sens encore une fois de plus blessé. Et à l'hôpital encore, j'ai su une autre remarque de la part d'une policière cette fois-ci, qui dit à son groupe, parce que quand je suis à l'hôpital, je suis accompagné de 3 policiers qui me surveillent, et qui dit à son groupe, ah bah merde, il aurait pas dû se manger qu'un doigt, on se serait fait relever plus tôt. À ce moment-là, je suis abasourdi. Je dis, mais comment on peut faire une remarque devant la personne concernée, tant de moqueries, tant de haine? Je décide de ne pas répondre, de prendre sur moi encore une fois. Donc ensuite, tu retournes au commissariat. Et le lendemain, Le lendemain, je passe en audition. Entre 9 h et il était approximativement 9 h du matin. Je suis assisté d'un avocat commis d'office. J'ai un entretien avec cet avocat-là. Et je lui fais part des violences que j'ai subies. Je lui indique notamment que j'ai été violé. Et cet avocat, à ce moment-là, il n'a pas vraiment été choqué ou autre. Et il me dit, ok, bon, on va en parler durant l'audition, etc. Et on passe en audition. J'ai le policier qui prend mon nom, prénom. Et directement, en fait, il commence à me poser des questions. Et j'ai le droit de ne pas répondre aux questions et de faire que des déclarations à la fin. Et moi, c'est ce que je voulais faire. Et je l'indique au policier que moi, je ne souhaite pas répondre aux questions, mais j'ai des déclarations à faire. En fait, il m'a arraché quelques bouts de questions et quelques réponses à chaque fois. Et moi, à la fin, je notifie que j'indique que j'ai été violenté, qu'il y avait des caméras juste en dessous et que j'ai été violé par les deux policiers qui m'ont interpellé au moment de la fouille au corps. donc toi, tu dis directement, lors de ton audition à l'officier de police judiciaire, Et je pendant le, la garde à vue, je le dis que tu as été violé. directement pendant la garde à vue que j'ai été violé parce que je sais qu'il y aura l'avis de parquet, que le magistrat sera avisé et qu'à ce moment-là, il n'y a que lui qui peut quelque chose pour moi. Parce que les policiers, en fait, et moi, à ce moment-là, en fait, j'ai su la remarque de l'officier de police judiciaire qui me dit, mais qu'est-ce qui me prouve pas que tu t'es rentré un doigt dans le cul tout seul? Il vous dit ça pendant Il me le... dit ça et moi, je suis choqué. Et j'ai mon avocat à côté de moi qui ne me dit rien du tout. Et moi, je suis choqué, je suis aberré de la réponse du policier. Quand je lui dis j'ai été violé, il me dit, mais qu'est-ce qui me prouve pas que tu t'es rentré un doigt dans le cul tout seul? Moi, je termine mes déclarations. Et à ce moment-là, moi, je suis reconduit en garde à vue. Et en cellule, on est 5. 5 dans une seule cellule. On est en pleine crise sanitaire. Il n'y a aucun geste barrière qui est respecté. Il n'y a personne qui a de masque. Il y a absolument rien du tout. Et ma garde à vue suit son cours. En fait, moi, j'avais plusieurs policiers qui venaient me faire des remarques, qui venaient devant la cellule et qui disaient c'est qui Tommy? Je leur disais oui, c'est moi, croyant que j'avais un mouvement à faire dans le commissariat, que ce soit une audition, que ce soit les empreintes, que ce soit autre chose. Et je lui dis oui, c'est moi Tommy, pourquoi? Le policier, en fait, il me dit non, c'était juste pour voir. Moi, à ce moment-là, je comprends que c'est l'affaire du viol qui s'est ébruité, propagée dans le commissariat. Et ça m'est arrivé à 3 reprises. Ça m'est arrivé à 3 reprises que des policiers prennent contact directement avec moi pendant que je suis en garde à vue. Mais le reste des policiers qui passaient, et je vous dis la vérité, ils passaient pas pour faire une ronde ou autre, hein. Ils passaient juste pour me voir. Genre, j'étais devenu une attraction. Je me dis, je suis pas une chose, je suis un être humain.
et qu'on vienne me regarder, mais je sais pas, encore une fois, je me sens encore plus sali. À 18h, on me prolonge ma garde à vue. C'est-à-dire qu'il y a un officier de police judiciaire qui vient me voir et me notifie que ma garde à vue elle est prolongée dans le but d'aller à l'hôpital et de passer des examens médicaux. Et à ce moment-là, je suis pris en charge par des policiers hyper sympas. Et moi, en fait, pour vous dire que ces policiers, en fait, je leur pose la question, je leur ai dit, vous n'êtes pas du 19. Ils me disent, non, on est du 18. Mais moi, en fait, la question, je la pose pourquoi? C'est parce qu'en fait, pour moi, ils peuvent pas faire partie de ce commissariat-là. En 48 heures, j'ai vu que des personnes mauvaises. Et quand je vous dis que des personnes mauvaises, c'est que tout ce commissariat-là, et j'insiste sur tout ce commissariat-là, ils sont dans le même état d'esprit de violence, de haine et de racisme. À ce moment-là, on a amené aux UMJ. Je patiente dans une salle de garde à vue. Et là, je vois une femme médecin, en fait, hyper sympa, hyper cool, hyper agréable. Elle m'inspire confiance. Elle m'inspire confiance. Et bah, je lui raconte mon histoire. Je reprends tout depuis le début. Je lui explique vraiment toute l'histoire. Et bah, en fait, quand j'enlève mon t-shirt, bah, ben là, en fait, elle voit directement que j'ai subi plusieurs violences. Que ce soit au niveau de l'abdomen, que ce soit au niveau du thorax, que ce soit au niveau de la poitrine, que ce soit au niveau du visage aussi notamment, que ce soit au niveau du cou, de la trachée à voix, tout ça. Et ce qui m'a plu chez elle, c'est que là, je suis tombé sur une personne qui faisait hyper bien son boulot. C'est-à-dire qu'elle a vraiment pris le temps et elle m'a rassuré dans le sens où elle faisait preuve de tendresse. Sauf que moi, depuis pratiquement 48 heures, j'ai que des violences sur moi. Quand il y a une personne qui fait preuve de tendresse en vous touchant, bah, vous y croyez pas. Elle a fini de sculpter, bah, de sculpter mon corps, de voir au niveau du haut du corps, etc. Et à ce moment-là, on me parle des tests, on me parle des tests par rapport au viol que je devais passer. À ce moment-là, elle me dit qu'elle doit être assistée par un collègue. Après, je lui ai dit, bah, s'il vous plaît, est-ce que ça peut juste ne pas être un homme? Après, elle m'a dit OK. C'est-à-dire que c'est une femme qui l'a assistée. Et moi, en fait, quand elle me dit salle de gynécologie, bah, moi, je m'imagine un tas de trucs dans ma tête. Je m'imagine un tas de trucs. J'ai jamais été dans une salle de gynécologie. Et elle me rassure. Elle me rassure et elle m'explique aussi notamment l'importance de ces tests-là. Elle me dit que de l'ADN peut être retrouvé. Et moi, en fait, à ce moment-là, il y a juste un truc qui me fait tilter. C'est la phrase du policier, en fait, elle revient dans ma tête. Mais qu'est-ce qui prouve que tu t'es pas en train de doigt tout seul dans ton cul? C'est ça qui m'a notamment poussé à aller au bout de ces tests-là. Bah, peu de temps après, je suis emmené dans une salle de gynécologie. Il y a la femme médecin qui est présente, qui est accompagnée de son assistante. Je me change, on me donne une blouse. Je suis sur un lit avec des pieds pour femmes que vous voyez pendant les accouchements, pour écarter les jambes. Je me suis dit, ah ouais. Je me suis dit, là, ça va être dur. Et on commence les tests. Et c'était dur. C'était dur pour moi. C'était vraiment très dur. Moi, en plein milieu des tests, on a dû s'arrêter pendant 10 minutes parce qu'en fait, j'étais en larmes. Je faisais que de pleurer pendant 10 minutes. Et bah, la femme médecin, en fait, elle a su trouver les bons mots. Et elle m'a fait revenir à la raison. Elle m'a fait sortir de ce mauvais passage. Elle m'a aidé dans sa manière de me parler, de m'expliquer aussi l'importance réellement, à réellement insister sur l'importance. C'est-à-dire que les tests ont été faits, elle a observé ce qu'elle avait observé. Et à ce moment-là, bah, le verdict, il tombe tout de suite que ouais, que tout corrobore, qu'il y a bien une trace de viol. Elle te le dit immédiatement. Elle me dit immédiatement qu'au niveau de mon rectum, il y a bien la preuve que, même ça en fait j'ai du mal à le dire, mais voilà, Qu'il y a une pénétration. qu'il y a eu une pénétration de la part des policiers. Et à ce moment-là, bah, T'es soulagé à ce moment-là? en fait, je suis pas vraiment soulagé. Ça me fait du bien de l'entendre. Ça me fait du bien de l'entendre, mais
Le moment où j'étais soulagé, c'est quand elle me dit, écoutez, monsieur, vous ne pouvez pas retourner au commissariat du 19. Moi, à ce moment-là, je le prends comment, ce geste-là, de stopper ma garde à vue au commissariat et de la reprendre et qu'elle continue à l'hôpital, c'est que pour moi, en fait, elle a clairement constaté que j'étais en danger dans les locaux du commissariat du 19e arrondissement et que je pouvais... En gros, je suis tellement en danger là-bas que je ne peux pas retourner là-bas. Alors qu'on parle d'un commissariat, normalement, vous vous sentez en sécurité. Elle vous a sauvé quelque part. Moi, elle m'a clairement sauvé. Mais ça m'a fait du bien de voir que j'étais traité comme un être Là, la humain. pression redescend un peu. La pression elle redescend un peu. Euh, à 17h34, j'ai deux officiers de police judiciaire qui viennent, notamment l'officier de police judiciaire du matin qui était très agréable. Et à ce moment-là, bah, les deux policiers, en fait, ils me rendent mes téléphones, mon chargeur de téléphone. Mais on m'a pas restitué l'argent que j'avais. Moi, à ce moment-là, moi, je suis choqué. Je demande aux policiers, mais il est où mon argent? Ils me disent non, il n'y avait pas d'argent. C'est là, encore une fois, je comprends que j'ai été volé par des policiers. Parce qu'il n'y a pas eu de document comme quoi mon argent, que mes liquidités ont été mis sous scellé ou autre. Là, je me dis, bah, comment je vais faire? Comment je vais faire pour m'en sortir, pour payer un avocat, pour payer ceci, pour payer cela? À ce moment-là, je me rends compte que même niveau financier, ça va être compliqué pour moi. On vient me chercher, je rentre chez moi. T'as un objectif, t'es déterminé, tu veux déposer plainte. Moi, je vais déposer plainte. Je vais aller à l'IGPN, je vais déposer T'as le plainte. réflexe directement d'y aller. J'ai le réflexe directement. C'est-à-dire que moi, le lendemain, je me suis douché, je suis rentré chez moi, j'ai passé ma nuit. Et j'appelle l'IGPN. Je leur explique les violences. Et je tombe sur une policière hyper agréable aussi. Et elle me dit, écoutez, bah, en fait, on ne donne pas de rendez-vous, mais vous pouvez passer dans nos locaux. À ce moment-là, je passe, et je tombe sur deux policiers. Et moi, racontant en fait ce qui m'est arrivé depuis le départ, en fait, ça me fait mal de le dire à telle ou telle personne parce que vous savez pas qui vous avez en face de vous. Et à ce moment-là, bah, la policière elle prévient deux collègues à elle. Moi, j'arrive dans les locaux de l'IGPN à midi. À midi, j'arrive dans les locaux. Moi, entre-temps, j'avais appelé une personne que je connaissais d'une association. Et elle me dit qu'elle allait voir ce qu'elle pouvait faire, notamment pour m'aider. C'est-à-dire que moi, de midi jusqu'à 13h15, j'attends sur le banc de l'IGPN. De là, en fait, je suis reçu par un policier de l'IGPN, par deux policiers, un policier et une policière. Et le dépôt de plainte a débuté à 13h15 et c'est fini à 21h35. Et moi, de là, en fait, je suis sorti en miettes. Je dis la vérité, j'ai jamais été dans un mauvais état physique. Parce que j'ai mal au dos, j'ai mal à la nuque, j'ai mal à l'abdomen par rapport aux violences que j'ai subies. C'était épuisant moralement. C'était épuisant moralement, c'était... Je suis sorti, j'en pouvais plus. En fait, tu devais tout raconter. Je devais tout raconter, j'ai raconté à plusieurs reprises. Après, bah, en fait, l'audition s'est passée en plusieurs fois. C'était épuisant. C'était épuisant, mais je vous dis la vérité, j'ai eu la chance de tomber sur deux super bons policiers, c'était hyper agréable, c'était hyper gentil. Ça m'a fait du bien dans un sens, mais après, en face de vous, on peut être gentil, mais psychologiquement, bah, ça va pas suivre. Mais pour moi, j'étais dans l'absolu, j'étais dans l'obligation de leur raconter tout ça. L'appel que j'avais mis en amont par rapport à la personne de l'association, ça m'a donné un premier contact. Et on m'a mis en contact avec l'association des Armonlés. Et c'est-à-dire de là, en fait, on a commencé à m'aider un petit peu. Comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que t'as peur de représailles J'ai une grande crainte, parce que ça fait toujours peur. Vous attaquez à la police, vous attaquez à des officiers de police, à des officiers de police, et vous vous dites, mais vous, en retour, qu'est-ce qui va vous arriver? Moi, je suis en train de relayer que la vérité, moi, à ce moment-là. C'est-à-dire que juridiquement, j'ai pas de crainte à me faire, mais psychologiquement, bah, je me dis, mais imagine-toi dans un contrôle, ça apparaît, ou... Et là, je me dis, même en fait, bah, quand, comment vous expliquer, quand j'avais mes documents de plainte, etc., bah, j'avais peur de me faire contrôler par les policiers. Et j'avais peur qu'à ce moment-là, il y ait un policier qui jette un œil sur les documents de plainte et que là, à ce moment-là, bah, je sois frappé par les policiers qui me disent, ah bah, t'as déposé plainte contre d'autres policiers.
Mais ce qui m'aide, en fait, moi, aujourd'hui, c'est le groupe des Armonlés qui m'a apporté beaucoup de soutien. Il y a Street Press qui m'a apporté beaucoup de soutien aussi. Il y a vous aussi, je sais que je peux compter aussi sur le média. Il y a mon avocate qui est présente, Maître Vasquez, qui s'occupe très bien de moi, qui est très bienveillante. Et moi, en fait, bah, grâce à ces gens-là, c'est grâce à eux que je suis là. En plus de ta plainte IGPN, à l'aide de ton avocate, donc Maître Vasquez, vous avez déposé plainte auprès du procureur pour violence par des personnes dépositaires de l'autorité publique, pour viol et pour injure à caractère raciste. Qu'est-ce que tu attends de la justice aujourd'hui? Qu'elle soit rendue et qu'elle soit rapide surtout. Qu'elle soit rapide dans le sens où ces deux policiers-là, pour moi, ils peuvent plus exercer. La présomption d'innocence reste là jusqu'au jour du procès. Mais là, on parle quand même de viol. On parle de viol et moi, en attendant, je veux que ces deux policiers-là soient mis en examen et qu'ils soient suspendus. Mais moi, je veux aussi donner l'exemple aux jeunes de banlieue, parce que moi-même, je suis issu de banlieue. Je suis de minorité, je suis d'origine arabe. Et qu'on m'ait insulté de sale arabe à la longue dans toute la journée, qu'on m'ait traité comme un phénomène de foire. Moi, je vais montrer l'exemple, parce que moi, jusque-là, aujourd'hui, j'ai tout fait dans l'ordre. J'ai tout fait dans l'ordre. Que ce soit la plainte par rapport à l'IGPN, que ce soit les UMJ, tout a vraiment été fait dans l'ordre. Et je veux donner l'exemple aux personnes qui subissent plusieurs violences policières qu'il faut qu'ils aillent de l'avant, qu'ils n'ont pas à avoir honte et qu'ils doivent y aller. Et que rester dans le silence, en fait, ça va leur faire plus de mal qu'autre chose. Moi, je vous dis la vérité, aujourd'hui, j'aurais aimé montrer mon visage. J'aurais aimé montrer la personne que je suis. Mais je me cache par rapport aux policiers. Je me cache parce que je veux pas que mon nom soit assimilé à des violences policières. Et que tu sois reconnu par des policiers dans la Que rue. je sois reconnu par des policiers. Je sais que pour moi, ça y est, c'est l'hécatombe. Moi, à la fin, je pourrais plus sortir. Je pourrais plus sortir de chez moi. C'est-à-dire que là, l'été, il arrive, vous pouvez plus sortir. Parce que vous avez peur des policiers. Tous les jours, vous avez des policiers qui vont vous attendre en bas de chez vous, qui vont ceci, qui vont cela. C'est pas une vie. Et à ce stade-là aussi, je voudrais préciser que aujourd'hui, on est le 23 avril. Ça s'est déroulé le 5 avril. En fait, je suis en miettes. La semaine dernière, j'étais à l'hôpital. J'ai de lourdes douleurs à la nuque. J'ai de lourdes douleurs au dos, au niveau de l'abdomen toujours. Je jeûne. Ça me facilite pas la chose. C'est vraiment très compliqué pour moi. Et tout ça, après 18 jours. Après 18 jours que les faits se soient passés, bah, j'ai toujours des douleurs. Et ça explique la violence de la garde à vue que j'ai passée. Aujourd'hui, tu disposes des documents nécessaires, notamment médicaux, qui permettent d'attester et ta version des faits. Aujourd'hui, bah, je dispose de documents, que ce soit ma plainte à l'IGPN, des documents de l'unité médico-judiciaire, les UMJ. Qu'est-ce qu'ils disent justement ces documents? Ces documents-là bah, disent que j'ai été violenté, que j'ai été notamment violé, que mes tirs corroborent. Et ces documents-là, en fait, aujourd'hui, me permettent d'être crédible, que ce soit devant vous, devant un média. Et je me dis que si je suis crédible devant un média, sur un point de vue de justice, bah, je suis crédible et que je dois être défendu et que je mérite une justice. Parce que j'ai été agressé, j'ai été violé. Je suis un citoyen français, je mérite cette justice. C'est pas parce qu'on m'a traité de sale arabe tout au long de ma garde à vue que non. Je mérite, j'ai ma carte d'identité nationale. Et en fait, même ces insultes de sale arabe, je les ai subies pendant que le policier avait ma carte d'identité. Et au vu de tous les documents que je présente aujourd'hui, bah, j'ai droit à une justice équitable. C'est pas parce que je suis un simple citoyen et que je suis pas fonctionnaire de police que j'ai pas droit à une justice. Que la justice, elle n'est pas que pour les fonctionnaires de police, elle est aussi pour les citoyens.